cas d'annexion israélienne, il n'y aura pas de normalisation. C'est en substance le message de l'ambassadeur des Émirats arabes unis aux États-Unis. Nous avons voulu savoir si cet état d'esprit était partagé par tous dans le Golfe. Et vous allez le constater, la réponse est non. Nous reviendrons cette semaine sur les tensions depuis Gaza et avec le conseiller à la sécurité nationale grecque, un entretien exclusif sur la relation stratégique entre Athènes et Jérusalem bien sûr, mais aussi sur le rôle déstabilisateur de la Turquie dans la région. Pour ce dernier, la Turquie deviendra à terme pour Israël encore plus dangereuse que l'Iran. Mais on commence cette semaine avec vous, Océane, une chronique décapante, je dirais même tranchante. Exactement, on va parler d'une arme tout droit sortie du futur, créée par les États-Unis. Vous allez le voir à l'écran, ça ressemble à une roquette, sauf que la différence, eh bien, ce missile n'explose pas et à la place, eh bien, la tête explosive a justement été remplacée par un anneau équipé de 6 lames tranchantes qui s'éjectent et qui sont déployées en quelques secondes avant l'impact, justement pour tuer les cibles visées, déchiquetant ainsi tout sur leur passage humain, bâtiment, voiture. Je cite les termes employés justement par le Pentagone et par la CIA. Et vous allez le voir, ce sont des lames qui sont longues, près d'1 mètre de longueur, qui sont aussi très épaisses. On peut facilement imaginer les dégâts que cette arme peut faire. Cette nouvelle arme des États-Unis, elle a d'ailleurs un nom, le missile R9X, aussi surnommé bombe ninja. Et l'objectif pour le Pentagone et pour la CIA, eh bien, c'est de limiter au maximum les pertes collatérales. Ce missile à lame tranchante a été développé en secret depuis 2011 et c'est l'ancien président Barack Obama qui est à l'origine de ce missile R9X. Et une arme qui a déjà fait ses preuves sur le terrain. Exactement, elle a été utilisée il y a quelques jours maintenant en Syrie, notamment dans la région d'Idleb, et les résultats sont là puisque 2 leaders du groupe Al-Qaïda ont été tués. Regardez le message sur Twitter publié par Charles Lister, c'est le directeur de l'antiterrorisme au Middle East Institute. Sensationnel, une frappe américaine de drone semble avoir tué le vétéran de Khalid al-Harouri, qui est donc un des leaders du groupe Al-Qaïda. Selon le Wall Street Journal, cette arme américaine aurait déjà été utilisée à plusieurs reprises, au moins une douzaine de fois. La grande question que l'on se pose, c'est exactement, est-ce qu'Israël va se procurer cette nouvelle arme? Pour l'instant, on ne le sait pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça pourrait s'avérer extrêmement utile pour Tsahal, qui, on sait, notamment dans sa pratique d'élimination ciblée de hauts responsables d'organisations terroristes, que ce soit le Hamas, le Djihad islamique ou encore le Hezbollah. En clair, ça tranche dans le juif. Exactement. Sans aucun jeu de mots. L'actualité de la semaine, c'est aussi cette tension qui est montée d'un cran à Gaza et à l'approche d'un nouveau versement de 50 millions de dollars du Qatar. Océane Nicole, justement, vous en parlez et on en parle juste après avec notre invité. Le scénario se répète et se ressemble. Dès que le Hamas veut obtenir des aides financières de l'étranger, l'organisation terroriste fait pression sur Israël. La méthode utilisée, multiplier les intimidations sur le terrain. Résultat, ce week-end, première étape, des dizaines de ballons piégés ont atterri dans le sud du pays, les premiers depuis le mois de février dernier. Plus tôt, une unité terroriste de la bande de Gaza avait menacé Israël de lancer jusqu'à 1300 ballons incendiaires sur son territoire, avertissant aussi que les prochains jours seraient un enfer pour les Israéliens qui vivent à proximité du territoire palestinien. Lundi, c'est cette fois une roquette qui est tirée depuis la bande de Gaza. Le missile atterrit dans une zone inhabitée de la région d'Eshkol sans faire de blessés ni de dégâts matériels. L'armée israélienne riposte quelques heures après et frappe des positions du Hamas. En réponse à la roquette tirée depuis Gaza sur Israël, nos avions de chasse et chars ont ciblé des infrastructures souterraines du Hamas et des postes militaires. Dans le même temps, le Hamas affirme que les manifestations le long de la barrière de sécurité pourraient reprendre très prochainement. Un moyen de pression qui semble fonctionner. Pour calmer les tensions entre Israël et Gaza, le Qatar accorde une aide financière pour le territoire palestinien. Un budget validé par les autorités israéliennes. Au total, ce sont 50 millions de dollars qui sont transférés dans la bande de Gaza. En échange, le Hamas s'engage à cesser l'envoi de ballons incendiaires depuis la bande de Gaza vers Israël. Harel Knafo, vous êtes général de brigade de réserve, ancien directeur de cabinet du commandement Sud et membre des Bitronistim les sécuritaires. Tout d'abord, comment s'est déroulée votre rencontre avec le Premier ministre? Vous l'avez rencontré au sujet de la souveraineté. Surtout, vous a-t-il annoncé des précisions sur le 1er juillet?
Nous n'avons pas discuté de date et de ces détails, nous avons parlé des principes. C'était une rencontre positive, le Premier ministre a été particulièrement à l'écoute, s'est intéressé à ce que nous avions à lui dire concernant la souveraineté israélienne sur les territoires, sur nos solutions aux problèmes qui peuvent en découler. Il s'agit d'ailleurs d'imposer la loi israélienne, nous sommes déjà souverains à mes yeux. Alors on l'a dit, le Hamas fait monter les enchères, donc avant de recevoir l'argent, est-ce que tout ne tient qu'à ces dollars? Je ne pense pas que le Hamas n'a pas d'idéologie et que ce n'est qu'une question de dollars. Le Hamas est face à un sérieux problème. L'autorité palestinienne essaie par tous les moyens de mettre la pression sur Israël afin que nous n'imposions pas la loi israélienne sur les territoires. Et par ricochet, cela met la pression sur le Hamas. L'autorité palestinienne ne paie pas les salaires ni certains revenus. Leur objectif, pousser le Hamas à commettre des actions contre Israël. En résumé, Ramallah nous met la pression via une tierce partie. C'est cela l'équation à laquelle nous devons faire face. Et ça devrait être le cas encore de nombreuses années. Alors pour la plupart des experts, c'est de Gaza que tout va exploser si Israël décide d'appliquer la souveraineté. Est-ce que vous êtes d'accord? Je ne pense pas que le Hamas participe au soulèvement avec facilité. Ce que tu me dis et ce que disent certains experts militaires, c'est que le Hamas est une marionnette entre les mains d'autres personnes. Le Hamas n'a aucune raison pour l'instant d'enflammer le terrain. Et je le dis même dans le cadre d'une souveraineté sur les territoires. Le Hamas s'oppose de facto à la création de l'État d'Israël de 1948. Qu'est-ce que cela change pour lui qu'il y ait une annexion ou pas? Il opère en fonction de ses propres intérêts. Ce que fait actuellement l'autorité palestinienne, c'est tenter de forcer le Hamas à agir et lui dicter ce qu'il doit faire face à Israël. Est-ce que Ramallah va réussir? Selon moi, non. Vous le savez, Ariel Knafo, on dit que le Hamas a nettement amélioré ses capacités militaires. Est-ce qu'on ne risque pas de revoir un scénario à la Seconde Guerre du Liban en cas de guerre, une sorte d'excès de confiance? Le Hamas s'est renforcé et se renforce tout le temps. En ce sens, il ressemble au Hezbollah, qui cherche sans cesse à se doter d'armes plus sophistiquées et plus puissantes. Cela ne signifie pas qu'il se renforce au niveau politique et diplomatique pour pouvoir déclencher une action majeure avec ses armes. Je pense au contraire aujourd'hui que le Hamas est plus faible qu'avant, pas plus fort. Il a certes plus de missiles et plus d'armes, mais il a des faiblesses. Les nombreux opposants à l'intérieur de Gaza, je pense au djihad islamique, mais pas que. Le Hamas dépense beaucoup d'énergie afin que ces radicaux ne l'entraînent pas dans des aventures auxquelles il n'est pas prêt. Au-delà de cela, le Hamas a perdu au cours de ces 2 dernières années son arme la plus sophistiquée et stratégique. Je parle bien sûr de la menace des tunnels terroristes. Cette menace se désintègre au fur et à mesure que nous avançons dans nos projets. Et donc aujourd'hui, leurs principales menaces sont les roquettes. Et nous disposons de bonnes solutions contre ces engins. Et c'est sans compter nos capacités d'attaque. Sur chaque blessure qu'il nous fera, nous pouvons lui couper la main. Ariel Knafo, général de brigade de réserve, ancien directeur de cabinet du commandement sud et membre des Bitronistim, les sécuritaires. Merci à vous. On change complètement de sujet, mais on continue de parler de souveraineté israélienne. Abdulhamid Erben, bonsoir, vous êtes géopolitologue à Riyad, en Arabie Saoudite. Êtes-vous d'accord avec Youssef Al-Otaiba, l'influent ambassadeur émirati aux États-Unis, qui dit qu'il n'y aura aucun espoir de normalisation en cas d'annexion? L'ambassadeur émirati a en effet déclaré que si Israël venait à annexer des parties de la Cisjordanie et de la vallée du Jourdain, cela mettrait un terme au développement des relations entre Israël et les États du Golfe. Honnêtement, je ne le pense pas. Une telle action pourrait certes avoir un impact limité, mais elle ne mettrait pas en péril un processus déclenché il y a déjà de nombreuses années, illustré par les visites de Benyamin Netanyahou à Oman, par celle du ministre des Affaires étrangères d'Israël aux Émirats arabes unis, ainsi que par tous ces voyages, devenus presque réguliers de délégations entre nos pays. De plus, le discours médiatique envers Israël dans les pays du Golfe n'est plus du tout le même. Et je ne parle pas des délégations juives qui se rendent périodiquement dans la plupart des pays du Golfe. Force est de constater que l'ambiance générale est devenue très positive.
Je dirais donc que cette déclaration est plus politique, mais qu'elle n'a rien de concret. Si l'annexion a un impact, il sera très limité. Quand on y réfléchit de manière raisonnable, on s'aperçoit que stopper le processus de rapprochement entre nos pays n'est pas réaliste. Comprenons aussi que pour Israël, la présence de Donald Trump au pouvoir est une chance. Si un autre président prenait sa place, une telle action deviendrait plus difficile. C'est pourquoi, d'un point de vue stratégique, Israël se trouve là face à une opportunité historique. Abdulhamid, est-ce à dire que la coopération stratégique entre Riyad, Jérusalem et Washington sera aussi remise en question? Il n'existe pas de relation directe et officielle entre l'Arabie saoudite et Israël. Toutefois, les intérêts des deux pays convergent à bien des égards, notamment vis-à-vis de la menace iranienne, voire même de la menace turque. De menaces dont nous commençons à mesurer les conséquences néfastes. La menace iranienne se manifeste notamment par les ingérences de Téhéran en Syrie, en Irak, au Yémen et au Liban. C'est une véritable menace pour la sécurité de la région tout entière et non seulement pour l'Arabie saoudite. Quant à la Turquie, elle est en train de construire une base militaire au Qatar que nous percevons comme une menace flagrante pour l'Arabie saoudite. Une autre base maritime est également en projet. Il y a 2 jours, la Turquie a annoncé la construction de 2 bases militaires en Libye. Nous percevons tout cela comme des menaces majeures, auxquelles il est impératif de trouver des solutions concrètes et précises. C'est pourquoi nous sommes sur la même longueur d'onde avec Israël et appelons de tous nos vœux à la conclusion d'une alliance entre nos pays, une alliance militaire et stratégique, voire même politique et économique, afin de contrecarrer les menaces qui nous entourent. Il est urgent de parvenir à cela en partant justement de nos intérêts stratégiques et politiques pour faire face à ces ingérences. Vous savez, la menace turque n'est pas négligeable. Si rien n'est fait, ces retombées seraient très graves dans les 5 prochaines années. Certains disent que toujours en 2020, le monde arabe préfère la cause palestinienne et une stratégie commune envers l'Iran. Est-ce aussi ce que pense l'Arabie saoudite? La position générale du gouvernement saoudien est en faveur de la cause palestinienne. Quant à l'opinion publique, elle commence à trouver que l'intérêt saoudien est avec Israël, et ce pour de multiples raisons, économiques, politiques, sécuritaires. En outre, nous faisons face avec Israël à des menaces communes. Ce qui compte après tout, ce sont les intérêts de l'Arabie saoudite. Les causes arabes coûtent trop cher à l'Arabie saoudite depuis 70 ans. Cela nous coûte cher aussi bien financièrement, politiquement et économiquement, et toujours sans le moindre résultat. Hélas, les Arabes nous ont toujours déçus. A contrario, une relation avec Israël ne nous coûterait absolument rien. À l'inverse, nous en tirerions bénéfice à tous les niveaux. Mais Abdulhamid, pourquoi personne à Riyad n'a-t-il soutenu les paroles de l'ambassadeur des Émirats arabes unis? Y a-t-il vraiment une relation avec Israël qui est beaucoup plus proche d'Israël que nous le disons? Il faut se mettre dans la tête qu'à ce stade, il n'existe pas encore de relation directe entre Israël et l'Arabie saoudite. Le jour où l'Arabie saoudite décidera d'entretenir avec Israël des relations, de quelque nature que ce soit, elle le fera ouvertement. Le royaume saoudien est un État transparent, clair dans ses prises de position et ne craint personne. Lorsqu'il considérera que ses intérêts imposent l'entretien de relations officielles, il le fera ouvertement. Mais nous ressentons, à travers l'ambiance générale, qu'il existe des signaux positifs. Et bien sûr que nous, partisans de la paix en Arabie saoudite et dans les pays du Golfe plus globalement, désirons qu'il y ait des relations réelles et aux yeux de tous. Merci Abdulhamid Erben, géopolitologue en Arabie saoudite. Et mon dernier un invité exceptionnel. Merci d'être avec nous, le conseiller à la sécurité nationale du Premier ministre grec, Alessandros Diakopoulos, vice-amiral de la marine grecque. Merci d'être avec nous dans le cadre de votre visite, bien évidemment, avec le Premier ministre grec. Journée marathon,
plusieurs rencontres. Vous venez de terminer une rencontre d'ailleurs avec votre comparse, votre homologue israélien Meir Ben Shabbat. Une réunion, vous m'avez dit d'ailleurs, très réussie dans les termes. Est-ce qu'on peut dire, M. Diakopoulos, que la relation sécuritaire et militaire avec la Grèce n'a jamais été aussi bonne depuis des dizaines d'années? Oui, je voudrais dire sécuritaire, militaire et politique. C'est une relation vraiment stratégique. Et notre discours au niveau du Premier ministre, mais mes discours avec le conseiller de sécurité nationale d'Israël, M. Ben Shabbat, étaient très très réussis et très fructueux, si je peux dire. Est-ce que vous pouvez nous donner peut-être des détails sur ce qui a pu être discuté? Nous avons une relation stratégique, comme je l'ai dit, et auparavant, c'était plutôt une relation politique et une relation qui s'était basée aux intentions. Tous les deux parties avaient l'intention d'avoir une relation plus forte, plus stratégique. Maintenant, on passe à un autre niveau, le niveau d'implémentation. Et on passe à des mesures et des décisions concrètes qui vont donner, et je vais maintenant, est-ce que je peux utiliser une expression anglaise? Bien sûr. Nous avons construit la base, en quelque sorte la colonne vertébrale de notre relation. Et maintenant, nous ajoutons de la manière pour étoffer cette charpente. Et c'est comme ça que notre relation a gagné en épaisseur et est devenue plus importante. Alors, la question est de savoir aujourd'hui, est-ce que cette relation, elle passe aussi par une relation stratégique sur le terrain? Je sais que vous avez discuté d'une relation, une coopération militaire entre les deux armées, mais également il y a des intérêts économiques et stratégiques, notamment sur les champs miniers, sur les champs gaziers, offshore plus exactement, en mer Méditerranée. Yes. Oui, avant tout, nous avons ensemble un projet commun qui est très important, le gazoduc EastMed. Nous pensons que l'Italie va rejoindre notre accord afin qu'il soit complet pour la phase de planification. Ainsi, nous pourrons mettre en œuvre la phase de construction et ce gazoduc deviendra le plus grand du monde. Mais ce projet a aussi un aspect stratégique. Ce sera le premier gazoduc qui fournira à l'Europe du gaz naturel ou des combustibles fossiles qui ne viennent ni de Russie, ni de Turquie, ni de tout autre pays qui ne se trouve pas en Europe. Qui va le protéger? C'est un projet commun et nos trois pays sont déterminés à unir leurs forces pour le protéger et le défendre tous ensemble. Une question qui vous tient particulièrement à cœur, ces tensions avec la Turquie actuellement, entre la Grèce et la Turquie. Est-ce que c'est un sujet que vous avez abordé avec vos homologues israéliens? Bien sûr, la Turquie était le sujet tabou, mais il était impossible de ne pas l'aborder. Le gazoduc EastMed est lié à la Turquie et à toute cette situation. Si l'on regarde attentivement ce qu'il se passe, on voit bien que la Turquie veut totalement dominer la région est de la Méditerranée. Maintenant que le pays est intervenu en Libye et qu'il a violé l'embargo de l'ONU, il veut installer une base en Libye. Les Turcs ont déjà un point d'ancrage solide dans la partie ouest de la Libye. Nous ne pouvons pas prendre ça à la légère parce que, à travers la Libye, premièrement, les Turcs veulent influencer la Tunisie, où se trouvent les frères musulmans. Et deuxièmement, et c'est le plus important pour les deux pays, les Turcs veulent déstabiliser l'Égypte. D'une certaine manière, ils sont en train d'encercler l'Égypte. En déstabilisant l'Égypte et en prenant le contrôle de certains pays d'Afrique du Nord, ils vont commencer à dominer la partie est de la Méditerranée. Et ça aura des implications sécuritaires importantes pour Israël. Car si l'Égypte est déséquilibrée et tombe, alors Israël se retrouvera seul et acculé dans la partie est de la Méditerranée. Les Turcs sont déjà implantés en Syrie. Ils exercent déjà leur influence sur le Liban. Ils déstabilisent la partie est de la Méditerranée. Ils travaillent avec les frères musulmans en Tunisie. Et les deux seuls pays qui peuvent résister et faire barrage à cette domination turque, ce sont la Grèce et Israël. Sans parler des violations du ciel grec, il y a régulièrement des avions, des chasseurs turcs qui titillent les chasseurs grecs également. Yes. You see, everything is connected to everything else.
Oui, on voit bien que tous les sujets sont liés les uns aux autres. On a abordé le sujet du gazoduc EastMed, puis les pratiques de la Turquie dans la région est de la Méditerranée, et maintenant on parle de ce que fait la Turquie dans la région égéenne. Tout est lié. Premièrement, si on regarde ce qui se passe partout dans le monde, il n'y a pas d'autre exemple de pays qui survolent le territoire ou les îles d'un autre pays. Par exemple, je peux vous rappeler que quand les avions russes se sont approchés de l'espace aérien britannique, la Grande-Bretagne a immédiatement réagi avec force en envoyant ses avions pour intercepter les Russes. Là, on a un pays tiers qui, au mois d'avril dernier, survolait tous les jours soit la Grèce continentale, soit des îles grecques qui abritent des populations nombreuses. C'est une provocation à laquelle on n'avait jamais assisté auparavant. C'est le genre de choses qui n'arrivent qu'en temps de guerre, ou alors dans le cadre d'une réponse militaire. Mais sinon, en temps normal, un pays n'envoie jamais sa flotte aérienne au-dessus d'un autre territoire. Et à ce moment, le monde entier s'est demandé pourquoi les Turcs se livraient à ce manège. On peut voir ça comme une tentative de la Turquie d'intimider la Grèce. Les Turcs utilisent cette tactique pour nous imposer leur volonté. Est-ce qu'on n'est pas face à un jeu dangereux? On appelle ça en anglais un dangerous war game, c'est-à-dire qu'on est véritablement à un fil d'une guerre entre deux membres de l'OTAN. Imagine that we're supposedly allies. And although we're nominally allies, they are overflying our island. Alors que nous sommes censés être des pays alliés, mais aucun pays ne survole les îles de son allié. Même des pays qui entretiennent mutuellement des relations hostiles ne font pas ça. Bien sûr que c'est dangereux, parce que pour le moment, le pays et la stabilité ne reposent que sur le fait que la Grèce garde la tête froide et parce que nous n'avons pas répondu par la force aux incursions de la Turquie. Remain cool-headed and we didn't react forcefully. Mais s'ils se mettent à jouer avec le feu, impossible de savoir comment tout ça va se terminer. On le sait, la Turquie, c'est l'un des pays les plus puissants de la région. Il n'y a pas de secret sur cette question-là. Quel est votre regard, le regard de l'armée grecque face aux menaces de l'armée turque? As you said before, we are both NATO countries. And as I said from the start, comme vous l'avez dit, nos pays sont tous les deux membres de l'OTAN. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la Grèce veut la stabilité et la paix dans la région. Je ne veux pas imaginer un scénario dans lequel l'armée grecque serait contrainte de combattre l'armée turque. Mais bien sûr, si la situation l'exige, nous le ferons. Si nous devons défendre notre pays et notre souveraineté, nous aurons recours à cette solution. Mais je ne crois pas que ça ira jusque-là. Mais ce qui serait dangereux, ce serait qu'un incident se produise à cause d'un petit conflit. Mais même un petit conflit peut gravement déstabiliser la partie sud de l'OTAN. Et cela pourrait avoir des répercussions sur toute la région du Proche-Orient, de l'Afrique du Nord et de l'Est de la Méditerranée. Je vous rappelle que cette région est déjà bien assez déstabilisée par ce qu'il se passe en ce moment et qu'on n'a pas besoin de plus d'éléments perturbateurs. Au contraire, on a besoin de davantage de stabilité. Donc je crois que la communauté internationale doit se rendre compte du danger que représentent les actions turques. Nous devons travailler ensemble pour que tous les pays comprennent que ce que fait la Turquie est dangereux et menace l'équilibre et la sécurité de l'OTAN et qu'elle doit arrêter. The stability of our southeastern flank and that they should stop. Ça sera ma dernière question justement, Alexandre Diakopoulos. Est-ce qu'on peut envisager qu'Israël soit également comprise dans un rôle de médiateur entre la Turquie et la Grèce ou les États-Unis? Ou j'irai même plus loin, si jamais vous êtes attaqué, est-ce que vous avez peut-être l'assurance qu'Israël puisse vous aider? I believe that Israel's aid in such an occasion. Je crois que dans ce genre de situation, ça serait dans l'intérêt d'Israël parce que la Grèce et Israël entretiennent de véritables relations stratégiques et que l'équilibre et la sécurité d'Israël sont importants pour la Grèce, de la même manière qu'Israël accorde de l'importance à la sécurité et à la stabilité en Grèce. But to be realistic, I don't
Mais pour être réaliste, je n'imagine pas Israël envoyer son armée en Grèce pour l'aider lors d'un conflit contre la Turquie, sauf s'il s'agit de défendre un projet commun aux deux pays, comme le gazoduc EastMed. Unless it is to defend a common project like the Mid-East pipeline. C'est un sujet qui a été discuté. Si jamais ce pipeline est attaqué, c'est un sujet qui a été discuté de savoir qui va défendre ce pipeline. Est-ce qu'il peut avoir une défense commune? It's too early to tell about it, to say about it. Of course, it's something that concerns us all. It's a common project, a common concern and a common interest. Il est trop tôt pour aborder ce sujet. Bien sûr que c'est une question qui nous concerne tous. C'est un projet commun, un accord commun et un intérêt commun. Mais nous nous en tiendrons à ça. Mais croyez-moi, et je ne dis pas ça pour qu'Israël se range de notre côté ou pour dénigrer la Turquie, je crois que si la Grèce capitule, si la Turquie arrive à nous neutraliser, si elle parvient à nous acculer et à nous faire disparaître de la carte, alors Israël en pâtira à un moment ou un autre. Israel, at some point, it will suffer. Turkey will become. Et la Turquie deviendra pour Israël encore plus dangereuse que l'Iran. Because a Turkey that controls Middle East and North Africa, a Turkey that controls. Car si la Turquie contrôle le Proche-Orient, l'Afrique du Nord et la Méditerranée de l'Est, elle aura le pouvoir d'imposer sa volonté et de déstabiliser Israël. Et si la Turquie ambitionne de devenir le pays dirigeant du monde musulman, Israël sera la cible de prédilection après que les Turcs en auront fini avec la Grèce et l'Égypte. Donc nous devons faire en sorte que ce scénario ne se produise jamais. So we should not let this happen ever. Merci beaucoup. You're welcome. Merci à vous, Conseiller à la c'était un sécurité plaisir. nationale du Premier ministre grec Alessandros Diakopoulos d'avoir été mon invité. Thank you very Merci much. beaucoup. I think it was okay. Voilà, cette édition est terminée. Passez une excellente semaine sur i24 News.